Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview, comme je vous l'avais promis dans notre groupe Les Pétales d'éveil de vie. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le thème de la médiumnité. Je vous avais promis de diffuser cette vidéo en live, je vous souhaite donc une très bonne découverte et j'accueille aujourd'hui Marjorie de Entre Terre et Ciel. Bonjour Marjorie et bienvenue et merci surtout pour le temps que tu vas nous consacrer donc cet après-midi pour parler de médium et de médiumnité. Et pour vraiment lancer le sujet, bon moi j'ai souvent à tort pensé que les médiums ça faisait que parler avec les morts, sans doute une influence pas très positive de l'industrie cinématographique ou de ce qu'on peut rencontrer dans certains films ou dans certaines lectures. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision de c'est quoi un médium, c'est quoi la médiumnité? Eh bien, moi aussi, j'ai pensé souvent que le médium voyait. Je pensais que tous les médiums étaient capables de voir. Et en fait, j'ai compris avec le temps qu'on n'avait pas tous exactement les mêmes facultés. Donc, il y a plusieurs catégories finalement de médiums. Donc, il y a les médiums, il y a ceux qui entendent, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui sentent. Donc, c'est quand même assez vaste. Et je pense qu'on se trompe souvent sur le terme médium, qui en fait est tout simple, puisque le médium, en fait, c'est simplement celui qui fait le lien entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible, entre les morts et les vivants, et les désincarnés et les incarnés. Donc, en fait, voilà, c'est tout simple, c'est simplement le milieu entre les deux, celui qui peut faire le lien. Donc, voilà. Et avec quel type d'entité tu es habituellement donc en relation quand tu as ces échanges en fait? Alors, au tout début, j'ai été avec c'est Patrice qui m'a parlé en premier. Alors Patrice, c'est le fils d'une amie décédée. Donc c'est lui qui m'a accompagnée dans mes premières écritures et qui est venu m'aider à ce que je prenne confiance. Et ensuite, j'ai eu mes grands-parents. Donc j'ai eu beaucoup mes grands-parents au début. Et puis mes guides, enfin mon guide principalement, en tout cas celui qui me parle en règle générale. Et ensuite, quand je fais des canalisations avec les personnes qui viennent me voir, je demande toujours mes guides, les guides de la personne, mon monde, donc ma famille d'âme aussi. Et puis de temps en temps, il m'arrive d'avoir des énergies un petit peu plus élevées. Donc comme des archanges ou autres. Voilà. C'est bien parce que tu réponds en même temps déjà un petit peu à ce qui était ma question suivante, qui était de savoir s'il y avait eu une évolution dans le temps. Et donc, effectivement, c'est ce que tu nous dis, c'est que tout ça s'est mis en place et il y a eu une certaine évolution dans le type d'entité que tu rencontres. C'est ça. Ouais. Je pense que, en fait, pour prendre confiance au départ, donc j'ai eu les personnes qui m'étaient le plus proches. Ouais. Et comme mon guide aussi, et après, au fur et à mesure, le reste est venu. Voilà. Donc après, il n'y a aucun souci pour avoir les guides des personnes qui me consultent. Mais voilà, les guides, et effectivement aussi les défunts. Les défunts que l'on peut, soit qui s'invitent tout seuls aux séances, soit que l'on demande pendant la séance. Alors une autre question qui, je ne vais pas dire me préoccupe, mais m'intéresse particulièrement, c'est à partir de quel âge est-ce que tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait ou qui se mettait un peu en place chez toi? Très tard. Très tard. Très tard. 38 ans. Okay. Donc effectivement, c'était pas très tôt. Et ça a commencé... ma soeur m'a recommandé d'aller voir une médium qu'elle avait vue quelques temps avant. Et en allant voir cette médium, elle m'a dit, vos mains ont besoin de travailler. Effectivement, je m'y suis attardée un petit peu après. J'ai senti ces petits picotements dont on parle souvent dans les mains. Et donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, et puis je ressentais des vibrations, beaucoup de frissons dans les jambes. Enfin, il y avait des petites choses en fait qui au fur et à mesure
j'allais dire presque bizarrement, se déclencher alors que j'avais rien senti jusque-là. Et puis je me suis amusée un petit peu à faire des tests avec mes mains et puis à sentir l'énergie entre les mains, à tourner, à sentir que ça tournait aussi dans l'autre main. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe effectivement. Et c'est vrai qu'au début, on nous dit souvent, il faut suivre ses ressentis, fais selon tes ressentis, mais quand on manque de confiance, c'est difficile de le faire. Donc de là, je me suis formée au Reiki. Et puis le reste est venu, on est en 2020-2019, donc 2 ans après en fait. 2 ans après, la médiumnité est arrivée. Je vais dire, c'est réveillé. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment s'est passée peut-être la première expérience de ça? Puisque bon, tu nous dis, bon, hein, j'ai senti l'énergie à tout ton chemin par rapport au Reiki, bon, qui travaille aussi avec des éléments de spiritualité, mais ici, bon, on est sur vraiment l'aspect de canal. Ça a été quoi ta première expérience où tu as reçu tes premières informations en fait? Les premières informations, j'ai été accompagnée par une dame qui s'appelle Juliette. Qui est une dame très discrète et pleine de lumière. C'est vraiment une grande et belle âme. Et elle m'a accompagnée ce jour-là. On a fait une petite séance toutes les deux d'écriture. J'ai pas bien saisi en fait comment ça fonctionnait tout ça au départ. Et en fait, j'ai voulu écrire donc avec son aide, puisqu'elle m'accompagnait. Et en fait, ne comprenant pas que les choses arrivaient dans ma tête, j'ai voulu laisser aller ma main. Et là, en fait, la première expérience, elle a été un petit peu compliquée pour moi, parce que j'ai vraiment senti en fait une énergie entrer en moi, par le bas de mon corps et ensuite par le haut. Ça a été... ça m'a fait un drôle d'effet. Vraiment, je n'étais pas super rassurée et j'ai la main qui s'est mise à partir toute seule très vite. Et j'ai pris peur, il faut le dire, quoi. Hein. J'étais pas super à l'aise sur le moment. Bon, par la suite, on a demandé, et en fait, c'était simplement ma grand-mère en fait, qui essayait de communiquer avec moi. Mais comme moi, je ne comprenais pas comment il fallait que je communique, elle a fait comme elle a pu. Donc la première fois, c'est arrivé comme ça. Et puis bon, après, à la longue, quand j'ai compris que ça arrivait dans ma tête, en fait, ça a été beaucoup plus tranquille. Mais c'est vrai que les premiers temps, j'étais pas forcément très sereine, très sûre de moi, donc il a fallu quand même un temps d'adaptation. Alors c'est important peut-être effectivement de le préciser, c'est que tu évoquais les différents types d'accès qu'avaient les médiums, et toi, bon, il y a cet accès, puisque l'information arrive, je dirais, au niveau de ton intuition, si je peux le dire comme ça, mais toi tu écris en fait, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les médiums, donc pour avoir fait une consultation avec toi d'ailleurs, je sais comment tu fonctionnes, hein, donc toi, les informations arrivent et tu les écris en réalité, puisqu'il parlait d'écriture tout de suite. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, en fait, le fait d'écrire, ça me permet de rester concentrée sur ce qui arrive. Et au début, de toute façon, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Enfin, c'est arrivé, c'était comme ça. Donc, j'écrivais tout ce qui arrivait dans ma tête. Alors, c'était très rapide au début parce que je ne voulais pas perdre le flux, la connexion quelque part. Et puis, bon, après, avec le temps, ça évolue. Ça change, mais effectivement, moi, j'écris, ce qui n'est pas le cas de tous les médiums. Est-ce que quand ça s'est passé, donc tu dis j'ai été accompagné par quelqu'un, est-ce que ça a été quoi l'effet sur toi? Est-ce que ça a un effet de surprise? Est-ce que tu t'en sentis un petit peu en difficulté par rapport à ça, ou je sais pas, ou inquiète de découvrir ça? Non, j'étais curieuse, c'était vraiment quelque chose que je faisais vraiment de bon cœur. Et puis en même temps, il y a un petit peu la peur de l'inconnu et puis la peur de l'invisible. Parce que c'est pas parce que je le fais aujourd'hui que j'en ai jamais eu peur. Parce que, enfin voilà, on sait que il y a beaucoup de peur liées à tout ça. Hein, voilà, liées à l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui n'est pas palpable. Et c'est vrai que j'avais quand même quelques réticences au début, mais c'était
je pense que ça venait plus de mon manque de confiance en moi, évidemment, hein, pas un manque de confiance en mes guides ou autre, mais vraiment c'était moi. Et donc c'est vrai qu'au début j'appréhendais un petit peu, mais après il y a eu beaucoup de curiosité, d'envie, beaucoup de bonheur aussi, parce que j'étais heureuse de pouvoir recevoir. Je sais que c'est une chance, et ça j'en suis vraiment reconnaissante, parce que c'est voilà, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. J'avais une question, en fait, mais tu as répondu partiellement. C'était le lien par rapport à l'environnement familial, mais tu as répondu, bon, c'est arrivé relativement tard. On peut pas vraiment dire que ça s'est passé dans ton environnement familial. Alors j'ai un petit peu modifié la question. Quand est-ce que tu en as parlé la première fois je dirais par exemple, à un membre de ta famille de ce don, si on peut l'appeler don, de cette activité qui se mettait en place chez toi? De suite. De suite. Ouais. De suite, ma maman était à côté, donc voilà, c'est elle qui a été au courant en premier, enfin, mon papa, ma maman, enfin, pour ça il n'y a pas de, il y a aucun souci. Alors papa était peut-être un petit peu plus réticent au départ sur ces choses-là, mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis bien accompagnée, et voilà, on parle beaucoup, et il y a, je pense, suffisamment d'amour pour avoir du respect, même quand on ne comprend pas, et donc de ne pas juger. Et puis voilà, et puis aussi de la curiosité, évidemment. J'ai une question, elle n'est pas dans celle qu'on avait préparée, mais c'est pas grave. Oui. Est-ce que tu as d'autres personnes dans ta famille qui ont un don équivalent, ou tu es la seule unique à qui c'est arrivé? Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais bon, ça après, ça regarde chacun de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Et puis voilà, après il y a des peurs aussi, souvent, qui sont liées à tout ça. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, je ne suis pas la seule à avoir des capacités, mais chacun fera ce qu'il voudra sur son chemin. Ok, merci. Alors aujourd'hui, tu en fais ton activité, même ton métier, puisque tu es auto-entrepreneur, je dirais, avec cette activité-là. Mais je suppose que tu n'es pas passé de ta première consultation accompagnée à cet état-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, quelles sont les phases par lesquelles tu es passé pour arriver à en faire ton activité aujourd'hui? Bien sûr. Oui, effectivement, entre la première séance où j'ai été accompagnée et le moment où je me suis vraiment mise à mon compte, il s'est quand même passé un petit peu de temps. J'ai fait un atelier médiumnité quelques temps après ça, sur Toulouse. Et là, en fait, je crois que ça a été vraiment un déclencheur. Ce jour-là, j'ai pris confiance, en fait. J'ai vraiment réalisé que c'était pas dans ma tête que ça se passait, que c'était pas moi. Puisque j'ai fait une canalisation ce jour-là pour quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et ça a été vraiment révélateur. Donc là je me suis dit bon, c'est ça, c'est pas autre chose, c'est pas toi, parce que c'est vrai qu'au départ j'écrivais beaucoup avec mes grands-parents, donc j'avais toujours quelque part ce petit doute de me dire en fait peut-être que tu écris simplement ce que tu aimerais entendre, ce que tu aimerais qu'ils te disent, donc j'avais toujours un petit peu ce doute. Et puis bon, de ce jour-là, j'ai compris qu'effectivement, c'était autre chose. Et du coup, j'ai créé ma page Facebook. Et j'ai proposé sur cette page aux personnes qui le voulaient, je leur proposais de leur faire une canalisation ou un contact défunt. Et ça m'a permis en fait de prendre confiance au fur et à mesure. C'est vrai que je dois beaucoup à ces personnes, elles qui m'ont fait confiance en fait au départ, parce que ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de grandir. Et après, avec un petit peu de temps, et quand j'ai vraiment pris confiance en moi, et quand ils m'ont autorisé à passer la seconde, on va dire, je me suis lancée. Mais parce que voilà, dans les messages que je prenais, ou que mon ami prenait pour moi, il ressortait de toute façon que c'était mon chemin et qu'il était temps de le faire.
Donc voilà, j'ai accepté avec grand plaisir ma mission. Ok. Et cette habileté donc, que tu as de canalisation, bon, explique-moi un petit peu, je suppose elle a évolué avec le temps, puisqu'effectivement au début, voilà, ça, tu nous as expliqué comment ça se mettait en place, mais maintenant tu es quand même nettement plus loin. Comment ça, c'est quoi l'évolution que tu peux voir aujourd'hui dans ton habileté? C'est étrange parce qu'en fait ça continue de changer encore. Là, au départ, donc j'écrivais vite pour ne pas perdre la connexion. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que je pouvais écrire un peu plus lentement et puis que ça passait quand même. Et puis je me suis mise à avoir des petites images. Alors des choses vraiment floues, c'est plus des formes, des choses comme ça, mais en même temps que l'image arrivait, je comprenais ce que c'était, je savais. En fait, ça venait appuyer ce que je captais en fait par en clairaudience. Donc la clairvoyance s'est mise en marche pour venir soutenir le reste, quelque part, je dirais. Donc ça a été voilà, des petites images comme ça. Et puis maintenant, j'ai des ressentis aussi. J'avais pas mal de ressentis. Alors je ressens beaucoup au niveau des émotions. Alors surtout les angoisses. Les angoisses, je les prends de suite. Ça, c'est quelque chose que je ressens très rapidement. Mais voilà, je peux avoir des sensations, je peux avoir beaucoup d'émotions, de la tristesse qui arrive, des choses voilà, qui ne m'appartiennent pas, mais que je ressens sur le moment. Et puis maintenant, en fait, ce sont des blocs d'informations. Je ne sais même pas en fait comment ça arrive. C'est que je sais quelque chose, mais je ne sais pas comment je le sais. Alors en fait, je ne peux même pas expliquer. Alors évidemment, il y a la clairaudience, il y a la clairvoyance, il y a la clairsentience aussi, qui sont là. Toutes les trois. Alors la clairaudience, c'est quand même ce qui la plus grosse partie de ma médiumnité. Mais voilà, il y a autre chose et je sais pas, je ne mets même pas de nom dessus parce que je ne peux pas l'expliquer. Parce que les informations arrivent et des fois je ne suis pas capable de dire si je l'ai vu, si je l'ai entendu, si je l'ai senti, je ne sais pas. Mais ça arrive et c'est toujours juste, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais bon voilà, je ne sais pas toujours, je ne comprends pas toujours en fait, voilà, j'ai pas tout compris. Okay. Je voudrais revenir sur un point, tout à l'heure tu nous disais que tu percevais les émotions parfois de manière assez forte, donc ça doit vraiment être très impactant pour toi. Ça se passe comment pour toi quand tu ressens ces émotions, tu nettoies ça, tu les évacues, comment ça se passe? Je pense qu'elles partent d'elles-mêmes au bout d'un certain temps. Je peux ressentir un mal-être pendant un certain temps. J'ai eu une dame un jour en consultation qui avait des problèmes respiratoires. Et puis je me suis sentie mais vraiment oppressée au niveau de la poitrine. J'avais du mal à respirer. Je lui ai proposé un verre d'eau. Elle me dit non, moi ça va. J'ai dit mais moi je vais boire parce que j'avais vraiment du mal à... Je le ressentais vraiment très fort. Mais au bout de 5 minutes, ça s'est apaisé. Et si vraiment je sens que ça reste, en tout cas pour les angoisses, parce que ça me bloque au niveau du plexus, je prends une grande inspiration et à ce moment-là, je le souffle fort. Et voilà, généralement, je ne suis pas embêtée. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses, en soins, c'est pareil. En soins, je baille beaucoup pour défaire les nœuds sur lesquels je tombe. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas non plus au début, qui est arrivé en fait là, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et là maintenant c'est vrai que je baille beaucoup, j'ai les yeux qui pleurent parce que je baille énormément, donc ça dépend évidemment des personnes, mais donc c'est soit par le bâillement, soit c'est pareil, quand je sens que ça bloque, je prends une grande respiration et je l'évacue. Et ça reste pas, je peux pas dire que je me sente mal des fois après ou lourde ou non. Je pense que je demande toujours aussi à être protégée. C'est vrai que pour ça je me protège un maximum. Et jusque-là, voilà, j'ai pas de problème en tout cas de ce côté-là. Autre question, c'est quoi les plus grands freins que tu as rencontrés pour, je dirais, mettre en place cette activité? Parce que c'est quand même une activité particulière, hein, donc voilà, et donc je me doute que ça n'a peut-être pas été aussi évident. Tu peux nous en parler? Je crois que le plus grand frein, c'est mon manque de confiance en moi. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui freine, enfin, c'est ce qui a beaucoup freiné, peut-être au départ. Et la peur du jugement, énormément. La peur du jugement parce que
autant j'ai pu le dire librement à certaines personnes, autant quand on se retrouve dans un repas avec des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien, qui a un tour de table, ou ah, ben toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis toi, ben là j'ai toujours ce moment de gêne où je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment faire parce que j'ai peur, ben voilà, j'ai peur qu'on me regarde de travers, j'ai peur qu'on me prenne pour m'éliminer. Et puis voilà, c'est vraiment la peur du jugement et du coup du rejet. Du rejet, parce que ben, ça c'est une de mes plus grosses blessures. Et voilà, et j'ai toujours peur de devoir faire face à nouveau à ça. Et puis bon, ben, finalement, après avec le temps, on s'y fait. Ça anticipe un petit peu sur la question suivante. Comment ça s'est passé plus au niveau de tes connaissances, de tes amis? Est-ce que tu as des gens que tu as carrément perdus quand tu leur as dit ce que tu faisais, ou ça n'a eu aucun impact? Pas du tout. Pas du tout. J'ai perdu personne autour de moi. Je pense que voilà, je ne suis pas non plus... j'ai pas un millier d'amis non plus, donc voilà. Et je pense que les amis que j'ai, ce sont de vrais amis. Il y a eu plus de la curiosité, des fois de l'étonnement. J'ai pu sentir le doute aussi, hein. Je ne dis pas. Je sais que certaines personnes doutent encore, mais je pense que voilà, il y a suffisamment de respect pour qu'on ne vienne pas en fait me dire les choses, en tout cas ouvertement. Après, ben, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je ne peux pas obliger les gens à me croire voilà, ou à penser comme moi. Mais en tout cas, voilà, même ceux qui doutent, je pense qu'ils me respectent suffisamment pour rien dire en fait, pour pas me mettre mal à l'aise. Voilà. Évidemment, voilà, j'entends bien des fois que tout le monde n'est pas forcément en accord, mais je m'en défais assez facilement en fait. Je reste concentrée sur le positif et puis voilà, je suis comme ça. J'ai tendance à faire l'autruche quand ça ne me convient pas, en fait je le zappe et donc ça me fait pas souffrir en tout cas, il n'y a pas de... Alors, un autre axe, quand tu sais que tu vas avoir un rendez-vous donc avec une personne qui vient te voir, est-ce que tu as déjà des informations qui vont t'arriver la concernant pour que tu saches un petit peu dans quoi tu vas arriver? Oui, avant, je prépare toujours les rendez-vous. C'est vrai que voilà, je demande toujours à avoir quelques informations sur la personne avant qu'elle arrive. Pas par curiosité, mais plus aussi pour montrer à la personne qui vient me consulter que je suis bien connectée, qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est toujours, ils font toujours une description de la personne très juste. Donc voilà, ça lui permet en tout cas, quand elle arrive, d'être en confiance par rapport à ça, en se disant, bon ben voilà, si ça c'est juste, il n'y a pas de... Voilà. Alors, pour l'avoir vécu avec toi, c'est vrai que la petite introduction que tu avais préparée collait assez bien à mon parcours. Est-ce qu'on pourrait dire que pour quelqu'un qui va voir un médium, c'est une étape qui est pas mal pour quand même de vérifier ou dans quoi on met les pieds, le fait d'avoir comme ça des infos qui arrivent alors qu'on n'a pas encore parlé? Oui. Moi, je pense que c'est important, tout le monde ne le fait pas forcément, mais moi, je trouve que c'est bien de le faire. Voilà. Ça met peut-être la personne en confiance et c'est peut-être quand même important parce que voilà, c'est pas une activité... disons qu'on trouve de tout dans cette activité, et des gens de confiance et des gens qui le sont un peu moins. Et voilà, ça permet quand même à la personne de se dire, bon ben j'étais pas là, elle sait tout ça, c'est qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Voilà. Tu nous as dit tout à l'heure que donc, tu écrivais, mais que les choses donc, avaient tendance quand même à s'accélérer. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à passer, par exemple, de l'écriture, ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester... Je ne pense pas que ça reste forcément. On me dit qu'il faut que je garde l'écriture encore pour que la personne puisse avoir une trace écrite. Mais on m'a bien dit qu'à terme, je n'aurai plus besoin d'écrire. Et je le vois maintenant, puisque j'écris une première partie. Alors, il y a déjà cette introduction. Et le reste, j'en écris un petit peu. Alors, ça dépend aussi des personnes qui viennent. J'écris plus ou moins. Mais il y a des fois où je m'aperçois à la fin de la consultation que je n'ai pas écrit grand-chose parce qu'en fait, je l'ai plus ressenti ou je l'ai plus vu ou je ne sais même pas. C'est le bloc d'information qui est arrivé et j'ai beaucoup parlé.
beaucoup plus que ce que j'ai pu écrire. Alors qu'avant, c'est vrai que je ne faisais qu'écrire. Donc c'est vraiment en train d'évoluer et je pense qu'à terme, il n'y aura pas forcément l'écriture. Peut-être cette introduction que je garderai, mais voilà. Est-ce que tu reçois des informations te concernant? Donc, puisque bon, hein, tu as plein d'infos sur les autres, est-ce que tu as des infos qui t'arrivent pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois vraiment solliciter? Comment ça se passe? Je sollicite, je demande. Je demande quand j'ai besoin de savoir, mais je ne demande pas beaucoup. Parce que je suis tranquille en fait. Je sais que je suis sur mon chemin et j'ai pas vraiment d'inquiétude. Après voilà, quand il y a quelque chose qui me préoccupe, je le demande, j'ai les réponses. Et par contre, si je suis trop impliquée émotionnellement, j'évite de le faire. Je demande à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Parce que mes émotions pourraient fausser un petit peu les choses. Voilà, donc voilà, quand le mental est trop présent, je préfère pas le faire. Donc, mais sinon, après oui, je peux avoir des informations pour moi et il me guide bien d'ailleurs. Je repense notamment à un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Enfin, on a fait une demande avec mon compagnon qui était systématiquement refusée. Et pourtant, là-haut, on me disait « mais non, ça va aller, ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout ira comme vous le voulez ». Et ici, c'était toujours non, non, non. Jusqu'au dernier moment où ça a été finalement oui. Et quand j'ai eu la réponse, là, j'ai entendu de suite « on te l'avait dit ». Et j'ai dit « oui, merci ». Et c'est vrai que voilà, il n'y avait pas d'erreur. Et même mon compagnon, à ce moment-là, m'a dit bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup pour que ce soit du hasard. Autre question, est-ce que tu as déjà été amené à refuser une consultation à quelqu'un parce que tu sentais que c'était assez toxique ou que c'était vraiment, ça risquait d'être difficile pour toi? Non, je ne l'ai jamais refusé. Il y a eu des fois où j'ai senti que c'était lourd. En écrivant évidemment cette petite introduction, j'ai compris que c'était lourd, mais non, je ne refuse pas parce que je me dis que chacun a droit à ce qu'on lui tende la main à un moment donné, enfin en tout cas à être aidé. Et puis il n'y a pas de raison. Après, si vraiment ça venait mal se passer, je réitérerai peut-être pas l'expérience avec la même personne, mais non, en tout cas jusqu'ici, j'ai pas eu à refuser. Donc, tu sais, donc je fais de l'hypnose spirituelle de régression et pas mal donc des clients qui viennent, surtout dans les premiers contacts, ont souvent certaines craintes par rapport à ce qu'on appelle le bas astral. Et la question qui vient souvent, c'est est-ce que quand je vais faire ce genre de démarche, est-ce que je ne vais pas revenir avec une entité qui va se greffer sur moi? Donc il y a pas mal, je dirais, d'inquiétudes souvent liées à ça. Et c'est vrai que bon, quand on regarde un petit peu sur Internet, ça va de quelque chose de tout à fait insignifiant ou à des choses vraiment totalement apocalyptiques. Alors, c'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? Le bas astral, c'est plutôt purgatoire, plutôt sas d'évolution, tu vois ça comment? Moi, je ne crois pas du tout au purgatoire. Je pense plus au sas, en fait. Je pense qu'effectivement, il y a une période de réparation. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont expliqué aussi. Mais le purgatoire, non. Pour moi, ça n'a pas de sens dans le sens où tout ce qu'il y a après, c'est que de l'amour. Donc, je ne vois pas ce que le purgatoire, en fait, viendrait faire là. Il n'y a pas de... Non, pour moi, il y a vraiment une période de réparation en fonction de ce qu'on a vécu, du chemin, qui va être plus ou moins long en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait, en bien ou en moins bien, mais pas plus selon moi. Et justement, j'ai une personne qui a demandé, il n'y a pas très longtemps après, une amie qui était décédée, qui s'était suicidée. Donc là, on se demande, voilà, souvent, ça c'est le sujet, est-ce que les suicidés partent dans la lumière ou pas? Moi, j'aime pas l'idée qu'ils puissent errer ou des choses comme ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça reste mon avis, hein, après, mais cette défunte, justement, quand son amie a posé la question, alors elle était rigolote parce qu'elle avait une énergie très
elle était très naturelle et très spontanée, et puis elle dit hop 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 les filles, on arrête les conneries parce que vraiment non, le purgatoire ça n'existe pas, non, il y a pas ça, alors arrêtez quoi, c'est pas ça. Donc je pense qu'effectivement voilà, elle allait dans ce sens-là aussi, et je pense que voilà, pour moi, enfin moi je suis en accord avec ça. Je partage assez cet avis parce que bon, dans les différentes régressions menées, on est vraiment dans cet environnement de bienveillance et d'amour, qu'il y ait des sas d'évolution et qu'on ne remette pas une âme qui a rencontré pas mal de problèmes dans la même vibration que son groupe d'âme immédiatement, ça on peut le comprendre parce qu'il y a des apprentissages à faire, il y a des compréhensions à avoir, mais bon voilà, tout le côté un peu punition, moi je ne l'ai pas rencontré au travers des régressions menées, et je trouve effectivement dans la démarche d'évolution d'âme, elle n'a pas grand sens, puisque je fais des apprentissages, je les réussis, je les rate, ben voilà, je les recommence, et on est plus dans cette vision d'évolution. Oui, mais je vois les choses de la même façon. Pour moi, c'est ça, et pas le reste. Mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'on entend de tout, on lit de tout, et je trouve que parfois, c'est pas très joyeux. Ben, la peur a été toujours un grand outil de pression sur l'homme, et aujourd'hui il y a encore pas mal, je dirais, de modèles qui fonctionnent sur cette espèce de peur, et ça suscite, je pense aussi par rapport à la peur de la mort chez beaucoup de personnes, vraiment des anxiétés tout à fait encore importantes. Alors, les personnes qui viennent te voir en consultation, ben, c'est quoi les sujets les plus courants pour lesquels ils viennent te voir? Je pense alors principalement, il y a beaucoup de contacts défunts, parce que je pense qu'effectivement ça apaise les âmes, autant celles qui sont incarnées que celles qui se sont désincarnées. Et ensuite, il y a beaucoup de questions sur le relationnel, que ce soit amical ou sur les relations amoureuses, et le travail. Le travail également, voilà, je pense que c'est en gros les questions qui reviennent. Okay. Alors, nous sommes en 2020, on a vécu une année très très particulière puisque on a eu droit à 2 mois de confinement, pas mal de restrictions de mouvements, une importance de gestes barrières et de distanciation. Est-ce que tu travailles à distance? Oui, tout à fait. Je fais les consultations à distance, alors autant les guidances que les contacts défunts, mais ça fonctionne aussi bien qu'un rendez-vous traditionnel, on va dire, en présentiel. Il n'y a aucun souci. Donc c'est soit je canalise au préalable, et ensuite j'appelle la personne et je lui donne ce que j'ai reçu. Soit, toujours pareil, je fais ma petite introduction et ensuite j'appelle la personne et on fait le rendez-vous directement par téléphone. Et voilà, je reçois aussi bien d'une façon comme de l'autre. Donc, bien sûr, à distance, ça se fait très bien. Tu as besoin de quoi en général avant? Qu'est-ce que tu demandes comme info à la personne avant de le faire? Est-ce que tu as besoin de quelque chose finalement? Je pensais avoir besoin de beaucoup au départ. Mais ça, c'est parce qu'on lit, on écoute, et on croit que ça fonctionne pour tout le monde pareil. Donc on a tendance à se mettre des barrières. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai besoin du nom et du prénom. Et des fois, je me demande même si j'en ai réellement besoin, mais je le prends quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais rien de plus. Rien de plus. Ils savent qui me consulte. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Et pour le contact défunt, on me demande de temps en temps s'il faut la photo ou pas, et j'en ai pas besoin. Je dirais même presque que je préfère ne pas l'avoir. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne comme ça. Voilà. Okay. Alors, si tout était à recommencer, est-ce que tu signerais à nouveau pour ce don? Oh oui. Ouais. Je signerai 100 fois. C'est vraiment la plus belle chose, le plus beau cadeau que j'ai eu. Voilà, c'est vraiment c'est que du bonheur, c'est que de l'amour, et donc Okay.
Certaines personnes disent qu'on a tous des dons de médium. Tu en penses quoi, toi? Je pense qu'effectivement, on a tous des capacités, on est tous faits d'énergie. Donc, obligatoirement, déjà, on a au moins le magnétisme, je pense qu'on l'a tous. Je ne pense pas que ce soit particulièrement un don. Je pense que voilà, l'énergie est liée, elle circule. Après, je pense qu'effectivement, on n'est peut-être pas tous venus pour le développer. Parce que ça fait peut-être pas partie du chemin. Ouais. D'autres ne le développeront pas par peur, voilà. Il peut y avoir différentes raisons. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, on a tous quelque chose. Après, l'intuition, on l'a tous aussi. Donc ça fait partie de la médiumnité, hein, l'intuition. Donc on l'a. Après, on écoute ou on n'écoute pas. Et en fait, c'est plus ça. Alors évidemment, voilà, il y a des personnes qui sont venues ici, qui se sont incarnées pour développer la médiumnité, pour aider, voilà, pour aider les autres. Mais je pense qu'effectivement, voilà, on a tous la possibilité voilà, de le faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où tu te mets un peu en pause? Parce que bon, hein, canaliser c'est bien, mais donc tu as ce flux d'informations qui peut arriver. Est-ce qu'il y a des moments où tu peux, allez, je vais dire, tourner le bouton de la radio pour te mettre off, ou ça se passe comment, ça? Disons que je reçois pas en permanence toute la journée. Je reçois quand je demande. Donc voilà, ils sont pas toute la journée en train de parler dans ma tête. Donc ça va, je suis quand même au repos pas mal de temps. Ça arrive qu'ils me parlent en pleine journée, mais vraiment de façon très 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 brève. Et puis après, je pense qu'il y a des périodes très calmes et je pense qu'en fait on me met naturellement au repos quand il le faut. Il y a vraiment eu une fois où il a fallu que j'appelle une cliente et que je lui demande de reporter le rendez-vous d'1 heure. Parce que j'en avais eu beaucoup la veille, j'en avais déjà eu le matin et je tenais pas. J'avais les paupières qui se fermaient et je lui ai dit écoutez, je dors 1 heure et je vous rappelle parce que vraiment je peux pas. Et j'ai posé le téléphone, j'ai posé la tête, ça a été... J'étais vraiment vidée. Mais parce qu'il y avait eu beaucoup. Et c'est vrai que quand je fais beaucoup de contacts défunts, j'ai remarqué que le contact défunt me fatiguait plus, me prenait plus d'énergie que lorsque je canalise les êtres de lumière, les guides. Voilà, ça me fatigue davantage. Donc c'est vrai qu'en fonction des rendez-vous que j'ai eus, voilà. Une fois ça m'est arrivé, mais après généralement ça se fait naturellement. Okay. Bon, ben Marjorie, je te remercie. On a fait, je pense, un bon survol. Je pense qu'il y a plein d'autres questions qui, je dirais, pourraient certainement être abordées, mais je pense que pour un premier jet, on a vraiment bien survolé la problématique. Voilà, donc je te remercie en tout cas du temps que tu nous as consacré pour aborder. C'était vraiment très très intéressant de pouvoir répondre vraiment à tous ces éléments. Et ben, peut-être qu'on se reverra prochainement parce que j'espère bien qu'on aura d'autres questions qui nous arriveront sur notre groupe, notamment, je dirais, en lien avec la médiumnité. Et ce sera peut-être l'occasion de refaire peut-être un deuxième interview avec toi. En tout cas, je te remercie infiniment. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Alors, vous allez pouvoir retrouver à la fin donc, de cette vidéo les coordonnées de Marjorie d'Entreterre et Ciel. Vous trouverez l'adresse de son site internet où vous pourrez trouver toutes les coordonnées donc, pour la contacter. Voilà, je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez accordé à visionner donc, cette vidéo. Nous allons en mettre d'autres en préparation et on aura le plaisir de vous retrouver très 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 prochainement pour de nouvelles aventures. Vivez une merveilleuse journée.